C'était le 16 mai 1992. Une tiède soirée de samedi qui embaumait le lilas et l'asphalte encore humide après la pluie. Ce soir-là, dans le comté de Lincoln, en Ohio, toute la ville semblait graviter autour du gymnase du lycée. C'était le bal de fin d'année, la dernière véritable nuit de jeunesse avant que la remise des diplômes ne disperse chacun aux quatre vents. À l'intérieur de la salle de banquet au bord du lac, l'air scintillait sous les lumières criardes d'une boule à facettes, saturée de parfums bon marché et du rythme des tubes pop des années 90. Joseph Mulvaney, 18 ans, n'était pas un grand danseur, mais ce soir-là, il paraissait plus léger que d'habitude. Son smoking gris argenté était impeccable, ses cheveux plaqués en arrière, et il souriait à ses amis de l'autre côté de la salle. William Hamilton, son meilleur ami depuis les équipes de baseball de leur enfance, le taquinait depuis la table des rafraîchissements, tandis que Nikki Bacolis, discrète, les yeux brillants, dans une robe de soie rose et un bracelet de perles emprunté à sa mère, riait plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Les trois étaient inséparables depuis le collège. Ils avaient grandi dans les mêmes rues, révisé pour les mêmes examens, partagé la même banquette au diner chaque week-end. Ce soir-là, ils étaient les rois du monde. Vers 23h45, ils firent leurs adieux, saluant de la main des camarades de classe regroupés sous les lumières du parking. Joseph fit tinter ses clés, plaisantant sur le fait qu'il était le chauffeur désigné pour les mauvaises décisions. Tous trois montèrent dans sa Pontiac Grand Prix argentée de 1989. Leur plan était simple: se rendre au belvédère près du lac Miller, prendre quelques photos, peut-être écouter de la musique avant le couvre-feu. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. Le lendemain matin, leurs parents supposèrent qu'ils avaient dormi trop tard ou qu'ils étaient restés chez des amis. Mais à midi, l'inquiétude commença à se propager dans le quartier. Aucun des trois ne s'était présenté au travail, et leur lit était toujours fait impeccablement. La mère de Nikki, Hélène, appela d'abord les Hamilton, puis les Mulvaney. Quand elle réalisa que personne ne savait où étaient les adolescents, sa voix se brisa. Le soir même, la police fut prévenue. Au début, les officiers traitèrent l'affaire comme une simple escapade post-balle. Chaque année, à l'approche des diplômes, des jeunes disparaissaient pour un week-end. Un voyage de camping, une fugue pour faire peur, une rébellion d'adolescents. Ils réapparaîtront, dit l'un des policiers. Mais le dimanche soir, lorsque chaque appel téléphonique, chaque piste, chaque ami eût été vérifié, cet optimisme se mua en quelque chose de plus froid. Le lundi matin, les recherches commencèrent. Des dizaines de volontaires ratissèrent les routes secondaires entre la salle de banquet et le lac. Le bureau du shérif envoya des voitures de patrouille sur les anciens chemins forestiers. On fit venir des chiens de Saint-Hubert, le nez collé aux photos des disparus. Des hélicoptères survolaient les routes de campagne, leurs projecteurs balayant les champs de maïs, les étangs et les ravins. Rien, aucune trace de dérapage, aucun débris, aucune trace d'accident. La Pontiac s'était volatilisée, comme avalée par les ténèbres. Les parents s'accrochaient à une routine. Le père de Joseph parcourait la route 39 dans son vieux pick-up, vérifiant chaque fossé. Le grand frère de William collait des avis de recherche à chaque relais routier entre Lincoln et Columbus. La mère de Nikki restait assise près du téléphone, notant chaque tuyau anonyme. Une fille aperçue dans un dîner, une voiture correspondant à la description près de la rivière, une rumeur de fête dans les bois. Chaque appel se terminait par le silence. À la fin de la semaine, la communauté se rassembla à l'église St. John's pour une veillée. Des rangées de bougies scintillaient sous les vitraux,
chaque flamme tremblant au gré des courants d'air. Les journalistes locaux étaient là, prenant des photos de 3 portraits de fin d'année encadrés sur l'autel. Des visages souriants, figés dans une nuit qui ne finirait jamais. La police dépliait sans cesse la carte du comté, retraçant les mêmes itinéraires. De la salle de banquet au lac Miller, du lac à la route 12, de la route 12 à l'allée des Mulvaney. Ils étaient persuadés d'avoir manqué quelque chose, un virage, un sentier caché, un tronçon de route trop sombre, mais il n'y avait rien à manquer. Quand la première semaine s'acheva, les gros titres changèrent. 3 adolescents disparaissent après le bal de fin d'année. L'affaire attira l'attention régionale, se propageant à travers l'Ohio comme une onde. Les gens chuchotaient, parlant de carjacking, d'enlèvement ou même d'un pacte de fugue. Les théories étaient infinies, mais aucune ne tenait la route. Pour les familles, le temps s'arrêta. L'année scolaire se termina, l'été commença et la ville continua d'avancer. Mais pour 3 foyers du comté de Lincoln, la vie devint une horloge figée à 23h45, le 16 mai 1992, l'instant où une Pontiac argentée quitta le parking au bord du lac pour sombrer dans l'oubli. Dès la 2e semaine, le mot « disparu » n'avait plus rien de temporaire. La recherche des 3 lycéens, Joseph Mulvaney, William Hamilton et Nikki Bacolis, était passée d'une chasse effrénée à quelque chose de plus silencieux, de plus lourd. Les enquêteurs élargirent leur périmètre, inspectant chaque route, chaque pont et chaque lit de ruisseau du comté. La voiture disparue, la Pontiac Grand Prix argentée de 1949 de Joseph, était devenue la clé. Les détectives répétaient sa description dans chaque bulletin d'information. Coupé de portes, gris métallisé, plaque d'immatriculation 4G de 961. Mais malgré les appels, malgré le terrain couvert, pas un seul signalement confirmé. C'était comme si la voiture et ses passagers avaient été effacés. Cet été-là, des hélicoptères sillonnèrent le ciel, scrutant les berges des rivières et les carrières où les jeunes du coin avaient l'habitude de se retrouver. Des plongeurs furent envoyés dans les étangs boueux le long du lac Miller, draguant les profondeurs troubles à la recherche du moindre éclat d'argent. Les policiers sondèrent les dolines, les canalisations d'évacuation et même les silos de fermes abandonnés. À chaque fois, les journalistes attendaient en lisière du périmètre de sécurité, espérant des réponses qui ne venaient jamais. La seule constante était le silence, l'immobilité qui suivait chaque recherche infructueuse. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Au dîner, quelqu'un prétendit que l'ex-petit ami de Nikki s'était montré au bal ce soir-là, ivre et furieux. Un autre jura avoir entendu des adolescents parler d'un accident dissimulé, que les jeunes avaient bu et qu'une personne influente aidait à cacher la vérité. On murmura qu'ils avaient fugué pour commencer une nouvelle vie ailleurs. C'étaient des commérages superposés au chagrin, chaque nouvelle théorie plus désespérée que la précédente. Les détectives suivirent chaque piste. Ils interrogèrent les camarades qui les avaient vus pour la dernière fois sur la piste de danse, les serveurs de la salle de banquet, même l'employé de la station-service qui leur avait vendu des sodas 1 heure avant leur disparition. Une à une, les déclarations se recoupaient, se contredisaient, puis s'effondraient. Rien ne concordait. Il n'y avait aucun témoin confirmé au-delà du parking. Les jeunes étaient partis dans la Pontiac, et à partir de ce moment,
la piste était devenue froide. Refusant de rester passives, les familles organisèrent des battues qui durèrent tout l'été. Des volontaires peignaient les champs de maïs et les crêtes boisées avec des lampes de poche et des chiens, criant leurs noms dans l'obscurité. Ils placardèrent des affiches sur les poteaux téléphoniques, dans les épiceries, sur les aires de repos. Pendant des semaines, les trois visages souriants et innocents, figés sur leurs photos de fin d'année, veillèrent sur la ville comme des fantômes. À l'église St. John's, où la première veillée avait eu lieu, une table de bougies resta allumée bien après que la plupart des gens soient passés à autre chose. Chaque semaine, quelqu'un s'arrêtait pour rallumer une mèche, laisser un mot ou murmurer une prière. La mère de Joseph venait chaque dimanche à l'aube. Le père de William, qui parlait rarement en public, se tenait au fond de la nef sans jamais lever les yeux. La mère de Nikki, Hélène, refusait de ranger les affaires de sa fille. Sa chambre restait intacte, sa robe de bal toujours suspendue à la porte du placard, sa brosse à cheveux sur la commode, le calendrier figé sur mai 1992. Au début de l'année 1993, un nouveau détective fut assigné à l'affaire, un jeune officier nommé David Kirby, désireux de se faire un nom. Il examina tout, les appels d'urgence, les grilles de recherche, les photos de traces de pneus. Il demanda des cartes aériennes aux archives de l'État, pensant qu'une parcelle de forêt ou un nouveau développement aurait pu recouvrir la voiture. Il ne trouva rien, mais il remarqua un détail que d'autres avaient négligé. Une section du parc industriel en construction à seulement 2 kilomètres de la salle de banquet. Au moment de la disparition, le site était en chantier. Du béton frais avait été coulé cette semaine-là. Kirby nota le détail, mais ne poursuivit pas plus loin. Il n'y avait aucune raison de suspecter quoi que ce soit d'inhabituel. L'idée qu'une voiture puisse être enterrée sous des fondations était impensable. À la fin de 1993, le bureau du shérif du comté de Lincoln classa officiellement l'enquête comme inactive. Le dossier fut mis en boîte, étiqueté et déplacé dans la salle des affaires non résolues, un petit bureau sombre rempli de tragédies oubliées. Les années passèrent. Sur le tableau d'affichage à l'intérieur du bureau du shérif, près du bas, se trouvaient 3 photos. Joseph, William, Nikki. L'encre avait pâli, les coins s'étaient cornés avec le temps. Elles étaient là depuis si longtemps que les punaises avaient laissé des taches de rouille sur le liège. À la fin des années 90, l'affaire était passée des gros titres à une histoire que l'on se chuchotait dans les diners et lors des matchs de football du lycée. On l'appelait la disparition du bal. Pour les enfants qui grandissaient dans le comté de Lincoln, ce n'était pas seulement un mystère, c'était un avertissement. Chaque adolescent qui empruntait ces routes de campagne connaissait l'histoire des 3 lycéens qui avaient quitté la salle de banquet un soir de printemps pour ne jamais revenir. Leurs photos étaient toujours accrochées sur le mur commémoratif du lycée, délavées par le soleil. En l'absence de preuves, l'histoire prit une vie propre. Certains disaient que les jeunes s'étaient abîmés dans l'un des lacs les plus profonds, ceux dont les galeries souterraines échappaient au sonar. D'autres affirmaient qu'ils avaient été enlevés par quelqu'un de passage, un camionneur ou un vagabond qui s'était volatilisé aussi facilement. La théorie la plus populaire venait des pêcheurs locaux, qui juraient qu'une voiture avait quitté une route d'accès près de la carrière Miller. Des plongeurs l'avaient fouillée 2 fois au milieu des années 90 sans succès. Pourtant, les rumeurs persistaient. Chaque année,
Le 16 mai, les familles se réunissaient à l'église St. John's pour rallumer les bougies et lire les noms de leurs enfants à voix haute. Moins de gens venaient avec le temps, mais les parents, eux, étaient toujours là. L'espoir ne disparaît pas simplement parce que le temps passe. Il devient seulement plus silencieux. En 2001, un détective à la retraite nommé Dale Roper décida de rouvrir la vieille blessure. Un homme qui avait travaillé dans la construction au début des années 90 se présenta, affirmant qu'il existait une route de service près de la route 39 qui ne figurait sur aucune carte actuelle. Elle passait derrière l'ancienne carrière avant que le terrain ne soit aménagé. Il se souvenait d'une pente raide et d'un sol meuble, le genre d'endroit où une voiture pouvait disparaître. En août de cette année-là, Roper et deux adjointes amenèrent des chiens renifleurs sur les lieux. Ils parcoururent le sentier envahi par la végétation, mais les chiens ne donnèrent aucun signal. Le sol avait été remué par endroits, mais cela correspondait à l'érosion, pas à un enfouissement. Ils repartirent de bredouille. C'était une autre impasse dans une affaire qui n'en manquait pas. Le temps, cependant, a une façon d'effacer les preuves même lorsque les souvenirs restent vifs. Au milieu des années 2000, le comté de Lincoln avait changé. Les routes étaient plus larges, les terrains plus plats. La carrière qui avait autrefois attiré les soupçons était en cours de réaménagement, ses accès scellés sous de l'asphalte frais. Personne ne pensa à recouper ces emplacements avec les anciens dossiers de personnes disparues. Personne ne réalisa ce qui était en train d'être pavé. Mark Mulvaney, le frère de Joseph, devenu un officier expérimenté, admit dans une interview qu'il ne s'attendait plus à les retrouver vivants. À ce stade, dit-il, je veux juste les ramener à la maison. Ces mots résonnèrent dans le comté, ravivant brièvement l'histoire, mais il faudrait encore 6 ans avant que quiconque ne réalise que la vérité avait été sous leurs pieds depuis le début. En 2016, alors que des promoteurs commençaient des travaux près du parc industriel de Dry Creek, le même terrain autrefois lié à l'ancienne carrière, une machine heurta quelque chose de solide sous le béton. Les ouvriers pensèrent à une canalisation, peut-être un vieux réservoir, mais à travers la poussière, le métal brillait d'une courbe familière et indubitable. Ce qu'ils venaient de déterrer n'était pas un tuyau. C'était le toit d'une voiture, une voiture qui avait été scellée dans le béton pendant plus de 2 décennies. Chaque épisode exige près de 15 jours de recherche et de longues nuits passées à traquer la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires sont importantes et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à lever le voile sur ces mystères, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien est notre moteur. Et si vous souhaitez découvrir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à notre affaire. Fin juillet 2016, une matinée humide en Ohio, qui commençait comme n'importe quelle autre pour l'équipe de chantier travaillant près de Dry Creek Road. Le site faisait partie d'un ancien terrain industriel en cours de réaménagement. Les hommes étaient là depuis des semaines, arrachant le béton fissuré et les clôtures rouillées, remplaçant le squelette de ce qui avait été le parking d'une petite usine. Pour quiconque passait par là, la scène semblait ordinaire. Le grondement des machines, la poussière en suspension dans l'air, le cliquetis rythmé du métal. Mais sous cette parcelle de bitume oubliée, quelque chose attendait. Vers 10h45 du matin, l'un des conducteurs de tractopelle
un homme nommé Raymond Heller sentit sa machine heurter quelque chose de brutal. Il pensa d'abord avoir touché une barre d'armature ou peut-être un réservoir de carburant enterré. Il essaya de nouveau, le godet de l'engin résonnant contre une masse solide. Le son n'était pas celui d'un tuyau. Le contremaître s'approcha, lui fit signe de s'arrêter, et ils commencèrent à creuser à la main. En dégageant les derniers morceaux de béton, un reflet métallique apparut sous la poussière. Ce n'était pas un tuyau, c'était un toit, et pas un toit plat. Il était incurvé. Au début, l'équipe pensa qu'il s'agissait peut-être d'un vieux conteneur de stockage, un vestige de l'époque de l'usine, mais lorsque la lumière frappa la surface sous le bon angle, ils aperçurent le chatoiement délavé d'une peinture argentée. L'un d'eux balaya la poussière et sentit le contour d'un cadre de pare-brise, puis le joint d'une portière. En quelques minutes, ils comprirent qu'ils n'étaient pas au-dessus d'un simple vestige industriel. Ils se tenaient au-dessus d'une voiture ensevelie. Le contremaître contacta par radio le bureau du shérif du comté. Des agents arrivèrent, bouclèrent le site et interrompirent tous les travaux. Des équipes d'excavation furent appelées pour dégager soigneusement le reste de la structure. À mesure que les machines retiraient les couches de béton et de terre, la forme devint indéniable. Un coupé, deux portes compactes, écrasées et scellées sous près de 60 cm de ciment durci. La marque et le modèle n'étaient pas encore visibles, mais ce qu'ils pouvaient voir était clair. Cette voiture avait été ensevelie délibérément. Le soir venu, le terrain était inondé de forces de l'ordre et de médias. Des projecteurs illuminaient la scène, tandis que les enquêteurs examinaient les restes du véhicule, à moitié enfoncé dans la terre. Le numéro de série du véhicule était encore en partie lisible. Lorsqu'un agent le consulta dans la base de données, un silence de plomb s'abattit sur tous ceux qui l'entouraient. Le numéro correspondait à une Pontiac Grand Prix de 1989, immatriculée au nom de Joseph Mulvaney. Le même Joseph qui avait disparu après le bal de fin d'année en 1992, 24 ans plus tôt. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. En quelques heures, le comté de Lincoln fut envahi par les journalistes. Des camions de reportage s'alignaient le long de Dry Creek Road. Le lendemain matin, tous les grands médias de la région avaient repris l'histoire. Une voiture liée à la disparition du bal de 1992 retrouvée sous du béton. Pour une ville qui portait le fantôme de cette affaire depuis des décennies, c'était comme si le temps avait été ramené en arrière. La voiture fut extraite avec précaution, section par section, pour préserver les preuves. La carrosserie était tordue et écrasée vers l'intérieur, comme si elle avait été descendue dans une fosse confinée avant que le béton ne soit coulé tout autour. Lorsque les équipes de la police scientifique ouvrirent les panneaux de porte et fouillèrent l'habitacle, ils trouvèrent des restes humains, 3 squelettes, assis comme figés dans le temps. Le siège du conducteur portait encore les lambeaux d'une veste de smoking, aux boutons ternis mais intacts. À côté, sur le siège passager, un bracelet scintillait faiblement sous les lumières des experts, une fine gourmette en argent gravé, des initiales NB. Sur la banquette arrière, ils trouvèrent ce qui restait d'une bague de promotion portant l'inscription WH Lincoln High 1992. Parmi les débris gisaient des fragments d'un boîtier de cassettes et de bandes magnétiques, le genre que les adolescents utilisaient pour enregistrer des compilations pour leur virée en voiture. L'équipe scientifique étiqueta chaque objet
avec des mains tremblantes. Ce n'étaient pas des artefacts, c'étaient des réponses et le rappel de 3 vies qui n'étaient jamais rentrées à la maison. Dans la soirée, le bureau du shérif tint une conférence de presse devant l'ancien parc industriel. Les familles se tenaient derrière les barrières, silencieuses, se serrant les unes contre les autres, tandis que le shérif confirmait ce qu'elles avaient à la fois craint et espéré. Le véhicule retrouvé sur le site est bien celui appartenant à Joseph Mulvaney, déclara-t-il. 3 corps ont été localisés à l'intérieur. L'identification formelle est en attente de confirmation par ADN. Pour les familles Mulvaney, Hamilton et Bacolis, le monde sembla s'effondrer et se stabiliser en même temps. Pendant 24 ans, ils avaient vécu dans l'incertitude, une sorte de limbe qui les empêchait de faire leur deuil ou d'aller de l'avant. Maintenant, ils avaient quelque chose de tangible. Ils avaient la preuve que leurs enfants n'avaient pas fugué, qu'ils n'avaient pas disparu par choix. Mais à mesure que la réalité s'imposait, les questions surgissaient. Comment un véhicule de cette taille avait-il pu se retrouver sous une dalle de béton coulé sur une propriété dont les registres montraient qu'elle avait été aménagée en 1993, une année entière après la disparition des 3 adolescents? Qui avait accès au site à l'époque? Et pourquoi personne n'avait-il remarqué la voiture enfouie lorsque les fondations avaient été coulées? Les inspecteurs se replongèrent dans les vieux dossiers, les chronologies et les registres fonciers. Le lieu de la découverte se trouvait à moins de 3 kilomètres de la salle de réception où les adolescents avaient été vus pour la dernière fois. En 1992, cette parcelle de terrain était une gravière utilisée par les entrepreneurs locaux. Au milieu de l'année 1993, elle faisait partie d'un petit complexe industriel. La fondation où la voiture fut trouvée correspondait à une extension qui avait été achevée à la hâte ce même été. En quelques jours, des mandats de perquisition furent émis pour les titres de propriété et les permis de construire originaux. Les enquêteurs apprirent que la dalle avait été coulée par une entreprise de construction appelée Henders & Sons Contracting, qui n'existait plus. Le propriétaire de l'entreprise, Paul Henders, avait fui l'État au milieu des années 90, au cœur d'affaires de crimes financiers sans lien avec cette histoire. Le lien était mince, mais il suffisait à rouvrir toute l'enquête. Les experts examinèrent de la voiture de près. Il n'y avait aucune preuve de collision externe, aucun signe qu'elle ait été heurtée ou forcée à quitter la route. Le châssis était intact. Les roues étaient légèrement tournées vers la gauche, suggérant qu'elle avait été conduite dans un espace confiné, volontairement ou sous contrôle. À l'intérieur, le levier de vitesse était toujours au point mort et les clés étaient sur le contact. La scène ressemblait moins à un accident qu'à une sépulture. La couverture médiatique explosa. Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire, la baptisant le mystère de la voiture de béton. Pendant des semaines, le comté de Lincoln devint l'épicentre d'un cauchemar longtemps oublié. D'anciens camarades de classe furent interviewés. L'inspecteur à la retraite, Dale Roper, qui avait autrefois fouillé la carrière à moins d'1 kilomètre de là, déclara aux journalistes qu'il n'était pas surpris. « Nous avons toujours été proches, dit-il doucement. Nous n'avons juste pas creusé au bon endroit. » L'impact émotionnel fut dévastateur. La mère de Nikki, Eleni, qui avait passé des décennies à implorer des réponses, s'effondra pendant la conférence de presse. La sœur de William décrivit un sentiment de vide, comme si les 20 dernières années venaient de se dérouler à l'envers. Le frère de Joseph, aujourd'hui shérif adjoint,
se tenait parmi les officiers qui traitaient la scène de crime. Il ne parla pas à la presse, mais des témoins dirent qu'il resta là longtemps après le départ des autres, debout près du véhicule exhumé, fixant ce qui restait de la voiture qu'il avait autrefois lavée avec son frère les week-ends d'été. Pour les familles, cette révélation n'apportait pas la paix. Elle confirmait leurs pires craintes et en faisait naître de nouvelles. Car si la voiture avait été enterrée intentionnellement, quelqu'un l'avait fait. Quelqu'un s'était donné un mal extraordinaire pour s'assurer qu'elle ne serait jamais retrouvée. Et tandis que les enquêteurs étudiaient les registres de ce chantier, les permis, les plans, les noms inscrits sur les fiches de paie de l'été 1993, un nom commençait à apparaître encore et encore. C'était celui d'un homme qui avait disparu presque aussi complètement que les 3 lycéens eux-mêmes. Lorsque la découverte fit les gros titres en 2016, le bureau du shérif du comté de Lincoln n'eut d'autre choix que de rouvrir le dossier. Ce qui n'avait été qu'un mystère figé dans la rumeur était désormais une preuve physique. Une voiture, 3 corps et une chronologie qui n'avaient plus aucun sens. La reconstitution médico-légale commença immédiatement. Des spécialistes du Bureau d'investigation criminelle de l'Ohio furent appelés pour analyser comment un véhicule de cette taille avait pu se retrouver enfoui sous les fondations d'un bâtiment industriel. Leurs conclusions furent aussi étranges que troublantes. Le châssis de la Pontiac était intact. Il n'y avait aucune trace de dérapage, aucun garde-boue écrasé, aucune preuve d'un accident à grande vitesse. Les dommages à la structure étaient minimes, compatibles avec une chute ou une descente contrôlée plutôt qu'un choc violent. Les échantillons de sol prélevés sur les parois de la fosse montrèrent qu'il s'agissait autrefois d'un terrain meuble, le type de remblai utilisé sur les chantiers avant de couler du béton. Cela signifiait que la voiture n'était pas le résultat d'un accident. Elle avait été placée là. Les rapports toxicologiques n'apportèrent que peu de clarté. Des traces chimiques dans la moelle osseuse révélèrent de faibles niveaux d'éthanol, compatibles avec quelques verres, peut-être un toast lors du bal de fin d'année, mais bien loin de suggérer que le conducteur avait perdu le contrôle. De toutes les manières mesurables, les preuves éloignaient toute responsabilité des adolescents dans ce qui s'était passé. Quelqu'un d'autre avait déplacé cette voiture. Quelqu'un l'avait enterrée. Les inspecteurs remontèrent la piste administrative de la propriété elle-même, exhumant les permis du comté, les rapports d'inspection et les anciens plans. Ce qu'ils trouvèrent ne fit qu'épaissir le mystère. La section du terrain où la Pontiac fut découverte avait été bétonnée en juin 1993, 13 mois après la disparition des adolescents. À cette époque, le terrain appartenait à un entrepreneur local du nom de Paul Henders. Son entreprise, Henders & Sons Contracting, était une petite mais active société connue pour accepter des chantiers industriels rapides dans le sud de l'Ohio. Sur le papier, le travail semblait routinier, le coulage des fondations pour l'extension d'un entrepôt de stockage. Mais le calendrier, l'emplacement et les registres de travail bâclés soulevèrent tous les signaux d'alarme possibles. Le bureau du shérif commença à enquêter sur le passé de Henders. Il ne fallut pas longtemps pour apprendre qu'il avait fui l'État en 1994 après avoir été mis en examen pour fraude et détournement de fonds. Il avait laissé derrière lui une traînée de poursuites judiciaires et d'employés impayés. L'un de ses anciens employés, un contremaître nommé Richard Tully, avait depuis pris sa retraite en Floride. Lorsque les inspecteurs le contactèrent, il n'hésita pas.
Il se souvenait bien de ce chantier particulier. Il raconta qu'une section de béton avait été coulée de nuit, de manière imprévue et hors planning, parce que Anders avait insisté pour finir avant une inspection imminente. Tully décrivit comment les lumières du chantier étaient restées allumées après minuit et comment Anders lui-même était arrivé avec un autre homme, quelqu'un qui ne figurait pas sur la liste de l'équipe. Ils avaient mélangé du béton supplémentaire sur place avec du matériel de location et avaient refusé à quiconque de s'approcher de cette partie du terrain jusqu'au lendemain matin. Lorsque l'équipe était revenue, le sol était déjà scellé. « Je n'ai pas posé de questions, » admit Tully. « On a été payé en liquide pour ce week-end-là. » Cette seule déclaration changea tout. Les enquêteurs croyaient désormais que la voiture n'était pas tombée accidentellement dans une fosse. Elle avait été descendue délibérément, méthodiquement recouverte et scellée. La question était pourquoi? Consulté, le FBI confirma qu'il aurait fallu des engins lourds pour réaliser un tel ensevelissement, le genre dont disposent les équipes de construction. Une grue ou une tractopelle aurait pu facilement descendre un véhicule dans des fondations ouvertes avant un coulage, et si l'opération était menée de nuit sans permis, il pouvait disparaître en moins d'une journée. Anders devint presque instantanément le principal suspect. Les inspecteurs le retrouvèrent dans une modeste maison de l'Arkansas rural où il vivait tranquillement depuis son départ de l'Ohio. Il avait maintenant 68 ans, était à la retraite, remarié et apparemment en mauvaise santé. Lorsque deux enquêteurs se présentèrent à sa porte, il parut calme mais visiblement secoué à la mention du comté de Lincoln. Il admit avoir travaillé sur le site de Dry Creek, mais nia y avoir jamais vu un véhicule. Il affirma que le coulage nocturne avait été ordonné par le client, pas par lui. Pourtant, les incohérences dans son récit s'accumulèrent rapidement. Les registres montraient qu'il avait lui-même signé le bon de commande de béton ce week-end-là. Aucune approbation du client n'existait. Les experts comptables ne trouvèrent aucune trace de paiement pour ce chargement supplémentaire de matériaux. Lorsqu'on lui proposa de passer au polygraphe, il accepta et échoua dès la première question liée à l'enterrement. Le rapport nota des réponses physiologiques compatibles avec la tromperie. Les enquêteurs se préparèrent à monter un dossier pour obstruction et possible complicité d'homicide. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, la santé de Anders se détériora rapidement. Il fut victime d'un accident cardiaque moins de 4 mois après l'interrogatoire et mourut chez lui avant qu'une inculpation formelle ne puisse être déposée. Avec sa mort, l'enquête se heurta à un nouveau mur. Certains pensaient qu'il avait agi seul, peut-être pour couvrir un accident survenu près du site. D'autres pensaient qu'il protégeait quelqu'un, peut-être un ouvrier, peut-être un fonctionnaire local. Mais sans témoignage direct, le mobile se dissolvait en spéculation. Pourtant, l'équipe scientifique restait convaincue qu'il ne s'agissait pas d'une tragédie aléatoire. Le placement net du véhicule, la dalle parfaitement alignée, l'absence de panique ou de dommages à l'intérieur de la voiture, tout suggérait une intention calculée. Quelqu'un s'était donné un mal incroyable pour effacer 3 jeunes vies, et il y était presque parvenu. Pour les familles, ce fut un nouveau coup cruel. Les réponses qu'elles avaient implorées pointaient désormais vers un homme qui ne pouvait plus être traduit en justice. Le frère de Joseph appela cela un aveu enseveli sous le béton. La mère de Nikki, Eleni, déclara qu'elle croyait que d'autres personnes savaient, que quelqu'un dans cette ville avait aidé à étouffer l'affaire, que ce soit par loyauté
ou par peur. Alors que les enquêteurs emballaient les dernières preuves et rangeaient le dossier dans les archives des affaires classées, ils ne pouvaient se défaire d'une prise de conscience obsédante. La section de béton qui cachait la voiture avait été inspectée et approuvée en 1993 par un superviseur des bâtiments du comté, un homme qui vivait à moins de 2 kilomètres de la maison des Mulvaney. Il avait signé les documents finaux déclarant la dalle sûre et conforme. Que cet homme n'ait pas vu ce qui se trouvait sous ses pieds ou qu'il ait simplement détourné le regard, personne ne le sut jamais. Au printemps 2017, la conclusion officielle tomba enfin. Après des mois de tests scientifiques, une reconstitution et des spéculations publiques, les enquêteurs classèrent les décès de Joseph Mulvaney, William Hamilton et Nikki Buchholz comme accidentels mais suspects. Le rapport se lisait comme un compromis entre les preuves et le malaise, un récit qui avait du sens sur le papier, mais pas dans le cœur de ceux qui avaient attendu 25 ans une explication. Selon la théorie officielle, après avoir quitté le bal ce soir-là en 1992, les trois amis auraient pris un mauvais virage sur une route de service inachevée près de la zone de développement de Dry Creek. La route, encore en construction, se terminait brusquement au-dessus d'une fosse de drainage où des travaux de bétonnage devaient commencer cette semaine-là. Les enquêteurs pensaient que la voiture aurait pu glisser sur la pente, atterrissant le nez le premier dans la fosse et s'y retrouvant piégée. Quelques jours plus tard, sans savoir que quelque chose se trouvait là, les ouvriers auraient coulé la fondation en béton, ensevelissant le véhicule et ses passagers pour toujours. Sur le papier, c'était propre. Cela expliquait la présence de la voiture, le calendrier, l'emplacement. Mais pour les gens qui connaissaient ces jeunes, cela ne collait pas. Ni pour les familles, ni pour beaucoup d'inspecteurs qui avaient vécu avec cette affaire pendant des décennies. Il y avait trop de questions sans réponse. Comment un véhicule porté disparu avait-il pu passer inaperçu aux yeux de toute une équipe de construction? Comment la fosse n'avait-elle pas été inspectée, photographiée ou mesurée avant que le béton ne soit coulé? Comment personne n'avait-il remarqué une dépression de la taille d'une Pontiac dans la fondation par la suite? Plus troublantes encore étaient les incohérences médico-légales. La voiture ne montrait aucun signe de l'impact violent auquel on pourrait s'attendre lors d'une chute accidentelle. Les ceintures de sécurité n'étaient pas bouclées. Le levier de vitesse était au point mort. La position des corps suggérait que les passagers n'avaient ni anticipé le choc ni paniqué. Cela ressemblait plus à un moment figé en pleine conversation qu'à un accident. Pourtant, officiellement, le bureau du shérif classa le dossier ce printemps-là, citant une insuffisance de preuves d'actes criminels. Ils publièrent une courte déclaration à la presse, qualifiant l'événement d'accident tragique et exhortant la communauté à honorer la mémoire de trois jeunes vies perdues trop tôt. En coulisses, cependant, plusieurs enquêteurs admirent en privé qu'ils n'étaient pas convaincus. Certains suspectaient une négligence de la part des entrepreneurs d'origine. D'autres laissaient entendre que quelqu'un avait aidé à enterrer la vérité, littéralement. Mais avec le principal suspect, Paul Enders, décédé, et aucun témoin survivant prêt à parler, l'affaire n'avait nulle part où aller. L'annonce divisa le comté de Lincoln. Pour l'ancienne génération qui avait vécu l'hystérie de 1992, c'était une forme de clôture, douloureuse mais finale. Pour les familles, cela ressemblait à une nouvelle trahison. La mère de Nikki, Eleni, refusa d'assister à la conférence de presse. Elle déclara plus tard aux journalistes
Les accidents ne coulent pas de béton. Le frère de Joseph, aujourd'hui un officier chevronné dans le même service qu'il l'avait autrefois recherché, était assis au fond de la salle de conférence ce jour-là. Sa mâchoire se crispa lorsque le shérif lut la décision à voix haute. La mère de William pleura silencieusement, non pas à cause des mots, mais à cause du vide qu'il laissait. Cet automne-là, le comté de Lincoln organisa un mémorial comme la ville n'en avait jamais vu. Il eut lieu dans l'auditorium du lycée, le même bâtiment où les trois jeunes avaient pris des photos de bal, un soir de mai que personne ne pouvait oublier. Les murs étaient décorés de leurs portraits de fin d'études, restaurés et agrandis. Les lumières de l'auditorium étaient tamisées, juste assez pour éclairer les visages figés dans le temps. Des centaines de personnes étaient présentes. D'anciens camarades de classe revinrent d'autres États. Des professeurs de l'ancienne équipe, certains à la retraite, entrèrent discrètement et prirent place au fond. Sur le devant de la scène, 3 bougies vacillaient sous les photos encadrées de Joseph, William et Nicky, chaque bougie représentant les années de recherche qui n'avaient jamais cessé. Le proviseur parla de la jeunesse et du temps. Le shérif parla de clôture et de guérison. Mais quand Hélénie Bacolise se leva pour parler, la salle tomba dans un silence complet. Sa voix tremblait, mais chaque mot portait le poids d'un quart de siècle de deuil. Elle raconta que le bracelet de sa fille lui était revenu du laboratoire, emballé dans un sac de preuves en plastique, poli, étiqueté, catalogué, mais encore chaud d'avoir été tenu. « Ce n'est pas un accident, dit-elle doucement, c'est une dissimulation. » Personne dans la salle ne la contredit, même ceux qui voulaient y croire. Le rapport officiel ne pouvait ignorer la manière dont il concluait une histoire qui n'avait jamais été simple. Comment une voiture, une dalle de béton et la culpabilité de toute une génération pouvaient être scellées sous des papiers aussi facilement qu'elles l'avaient été sous le ciment. Après la cérémonie, les familles se rassemblèrent au cimetière à la périphérie de la ville. Les trois furent inhumés côte à côte, leurs cercueils descendant en terre sous un ciel d'automne gris. 25 ans s'étaient écoulés depuis la nuit de leur disparition. 25 ans d'appels sans réponse, de recherches infructueuses et d'un silence qui s'était étiré sur des générations. Pendant un instant, on aurait dit que la ville elle-même expirait, comme si le sol avait retenu son souffle pendant tout ce temps. Les gens s'attardèrent longtemps après la fin de la cérémonie, touchant les pierres tombales, déposant des fleurs, traçant du doigt des noms qui avaient autrefois été imprimés sur des briques de lait et des avis de recherche. Ce soir-là, l'histoire fut diffusée une dernière fois à l'échelle nationale. Les présentateurs parlèrent d'une conclusion obsédante à l'un des plus anciens mystères de l'Ohio. Mais pour ceux qui vivaient dans le comté de Lincoln, la vérité ne ressemblait pas à une conclusion. Elle ressemblait à un compromis. La semaine suivante, la construction reprit sur le site où la voiture avait été trouvée. La fosse fut comblée, nivelée et pavée pour devenir un parking de stockage pour une société de transport. Les ouvriers disaient que le sol, à cet endroit, avait toujours paru étrange comme plus meuble, même sous l'asphalte neuf. Et bien que le rapport officiel ait clos l'affaire avec une certitude de façade, ceux qui avaient grandi dans son ombre n'ont jamais oublié les détails qui clochaient. La dalle de béton coulée en pleine nuit, la paperasse bâclée et l'homme qui a emporté ses secrets dans sa tombe. Finalement, l'histoire de Joseph, William et Nicky est demeurée inachevée, suspendue entre l'accident et l'intention, entre la version officielle et la thèse du complot.
La dernière image à laquelle la ville se raccrochait était celle des trois amis, souriant sur leur photo du bal de fin d'année, figée en 1992, les yeux remplis des promesses d'un avenir qu'ils n'atteindraient jamais. Le temps a passé. Des routes ont été refaites. Des bâtiments se sont élevés puis sont tombés, mais quelque part là-dessous, sous des décennies de béton et de silence, la vérité attendait toujours, pesante, ensevelie, irrésolue.